Bonjour Didier Deschamps. Bonjour. Vous êtes un visage, vous êtes une voix, vous êtes un sourire, vous avez été joueur, capitaine, champion, entraîneur. Aujourd'hui, vous êtes bien sûr le sélectionneur de l'équipe de France et vous nous faites vibrer. 98, 2000, 2018, bien sûr. Vous êtes le visage de ces moments de cohésion et franchement, en ce moment, on en a bien besoin. Donc merci d'avoir accepté de vous livrer un peu et de m'accueillir ici. On est à Clairefontaine, c'était le centre de formation historique des Bleus, c'est dans les Yvelines. Et on va parler bleu et on va parler jaune, parce qu'on va aussi parler des pièces jaunes. Vous êtes le parrain de la nouvelle campagne de l'opération, la 32e édition, qui s'ouvre cette semaine et qui se déroule jusqu'au 5 février prochain. Votre engagement, le contexte bien sûr, mais d'abord les pièces jaunes, pourquoi ? Pourquoi les pièces jaunes? Pourquoi cet engagement-là? C'est Madame Bernadette Chirac qui m'a demandé d'être le parrain il y a 3 ans et j'ai accepté. Bien évidemment, toutes les causes méritent d'être défendues, mais voilà, je suis, comme je suis papa, je suis forcément très sensible aux causes qui touchent les enfants et je m'implique autant que je peux, évidemment, avec maintenant Madame Brigitte Macron, d'être au contact des enfants pour faire en sorte d'améliorer leur quotidien à l'hôpital. Vous les rencontrez aussi, ces enfants, oui. Vous y allez dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui vous a touché? C'est à la fois, je ne vais pas dire violent, mais c'est dur. Non pas d'être confronté à eux, parce que eux, c'est un exemple de générosité, de joie de vivre, malgré leur situation de santé, qui est souvent très compliquée, mais la nature humaine est faite qu'on a toujours tendance à se plaindre tous, hein, pour un oui, pour un non, et eux, malgré leurs difficultés, ils ont toujours le sourire, donc je suis toujours émerveillé, mais forcément... d'aller sur le terrain, et c'est important pour moi d'être à leur contact, ça impacte forcément, et on peut pas, je ressors pas d'une visite à un hôpital sans être marqué par ce contact que j'ai eu avec ces enfants. Évidemment, il y a aussi le personnel hospitalier qui est si important pour eux, et la proximité des parents, qui est quelque chose qui est indispensable et qui permet à la guérison de ces enfants et de ces ados. C'est là-dessus en particulier, enfin on s'en souvient aussi au début, quand ça a été créé, c'était vraiment en particulier pour permettre aux familles d'accompagner leurs enfants, la maison des familles. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça, il y a aussi tenter de déceler davantage la maltraitance, par exemple. Ça, c'est un des combats de cette année. C'est un des nouveaux combats auxquels tient particulièrement Madame Brigitte Macron. Voilà, les violences faites aux enfants, avec des dépistages qui seront réalisés en hôpital. Ça existe, il y en a trop malheureusement. C'est un nouvel axe, mais en gardant comme point fort, bien évidemment, le fait d'améliorer ce quotidien des enfants et les maisons des familles, comme on les appelle, et j'ai eu l'occasion d'aller voir, et c'est quelque chose qui est vraiment fabuleux. Ça fait du bien aux parents, et c'est indispensable par rapport aux enfants et aux ados de pouvoir, des familles qui n'ont pas la possibilité ou qui n'auraient pas la possibilité de pouvoir être proches des enfants hospitalisés. Ça dure des semaines, des mois, voire des années. Là, ils sont à quelques ensemble mètres. Ils recréent une sorte de foyer, quoi. Vous êtes un battant, on va y revenir tout à l'heure, mais vous êtes un battant, vous êtes quelqu'un qui se bat, qui aime gagner, qui fait d'immenses efforts d'ailleurs pour y arriver. Quand vous voyez ces enfants qui se battent, mais qui parfois ont des moments voilà, de faiblesse, de souffrance, ça vous émeut? Ah oui, je suis émerveillé, mais on est tout petit, et nous, la sphère sportive, mais ça permet de, même si j'ai toujours relativisé beaucoup les choses, mais bon, il faut laisser, il y a des priorités dans la vie. La pire des choses aujourd'hui, on le dit depuis tout temps, avoir la santé. Par les périodes qu'on vient de traverser et la situation sanitaire que l'on a à l'heure actuelle, l'essentiel est là, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et eux, ils n'ont rien demandé. Ça leur tombe dessus du jour au lendemain. Et ce sont des enfants. Il y en a qui sont vraiment en bas âge ou même sur des ados. Une vie peut basculer. Et évidemment, il y a toujours l'espoir qui est là. Et quand on est atteint par quelle que soit la maladie, évidemment, il y a les progrès de la médecine, mais la moitié de la guérison, elle est psychologique aussi.
Donc de se dire qu'on va... C'est un combat. Les combats sportifs, c'est de la rigolade à côté. Là, c'est un combat pour la vie. Et donc, tout ce qui peut être des éléments positifs qui leur permettent d'avoir encore plus de force, de lutter, et l'efficacité aussi des traitements, parce qu'on n'est pas là pour régler des problèmes de santé. Ça, c'est le rôle des grands professeurs et de la médecine. Mais cet apport psychologique, on ne peut pas le dissocier. Et quelqu'un qui a envie de lutter, et qui se bat contre ce combat qui est terrible, aura forcément plus de chances de le gagner. Ça se passe, les dons, sur piècesjaunes.fr. Et puis, vous pouvez envoyer des SMS, des dons de 5 €. Il faut envoyer dons au 92 111. Parce que là aussi, il y a une question de Covid. On le disait, oui. Le contexte, il est particulier. Les pièces jaunes, on se souvient des petites tirelires qu'on avait même enfant, qu'on montait soi-même en carton et qu'on posait partout. Là, il n'y aura pas de tirelire parce qu'il ne faut pas de contact. Et donc, ça se passera exclusivement sur Internet. Sur digital. On a dû s'adapter aussi. Alors, c'est vrai, même s'il y en a qui avaient prévu de garder les pièces jaunes, mais ça se basculera sur le digital. On les gardera pour l'année prochaine. Oui, mais il vaut mieux les donner aussi. Il y a l'équivalent de pouvoir le donner. Tant qu'à faire, si on pouvait en rajouter, que l'année prochaine soit encore plus généreuse. L'année prochaine, il y en aura encore, mais ils ont besoin déjà cette année. Voilà. Didier Deschamps, on parlait à l'instant du contexte. Ce contexte, c'est évidemment cette crise du Covid. D'ailleurs, plusieurs des joueurs l'ont attrapé, hein, Kylian Mbappé, Paul Pogba. Il y en a pas mal. Vous l'avez pas eu? Non. Non. C'est normal, je suis garant aussi, mais ça peut arriver en faisant tout, évidemment en respectant les mesures barrières. Et on a eu certains cas que vous avez cités où on était dans une bulle sanitaire ici à Clairefontaine. Et je prends le cas de Kylian. Sur 50 personnes, c'est le seul. Et il y avait des cas contacts et ça a été le seul qui a eu un test positif. Comment on s'adapte dans ces temps de Covid? Comment on s'adapte même pour l'entraînement? Comment on fait? Je ne vais pas me plaindre, c'est plus compliqué pour beaucoup d'autres personnes. Tout le temps, je vais pas me plaindre. Non, mais il y a le maître mot, c'est... Ah non, certainement pas. On est des privilégiés. Jamais. Par rapport à la quasi-totalité des autres milieux professionnels. On s'adapte, c'est contraignant. Le premier stage a été très 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 compliqué parce que certains de mes collègues entraîneurs en club, les joueurs étaient habitués. En ce qui me concerne et mon staff, on a été au-devant de situations qu'on n'avait jamais connues, donc forcément on n'a pas tout bien fait et on est obligé de réagir à différentes situations. Donc après les entraînements, c'est le moment de liberté, parce que là ils sont sur leur terrain de jeu, il n'y a pas les masques, on a fait les tests avant, après, mais il y a malgré tout ce côté anxiogène. On fait régulièrement des tests et tant qu'on n'a pas le résultat... Ça pèse. Ouais, ça dépend après de chacun, de son caractère, sa personnalité. Moi, à titre personnel, il y a un côté, pas inquiétude, mais tant que le résultat n'est pas arrivé, c'est comme un soulagement négatif. Et je suis encore plus soulagé quand tout le monde est négatif. Ouais. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Toute la famille des Bleus. Mais on est censé être en bulle. Il y a des restrictions qui ont été de plus en plus importantes, dictées par l'UEFA. Trop importantes? Non, c'est jamais trop importante. Après, moi, je récupère des joueurs qui ne sont pas tous en France. Ils arrivent de partout. Avec des protocoles sanitaires qui sont bien différents d'un pays à l'autre, avec plus ou moins de restrictions, d'obligations. Mais malgré tout, parce qu'on est dans du sport et on est en vase clos, dans une bulle, comme on dit, il y a une vie de groupe et elle est essentielle. Malgré toutes ces restrictions, de faire en sorte que ça vive. Mais la situation fait que, je ne vous cache pas, il ne se passe pas un déjeuner, un dîner, qu'à un moment, du moins à ma table staff, qu'on n'arrive pas à parler de ce sujet Covid. Pour différentes raisons, parce qu'un a été touché, donc ça impacte forcément. Le moral, le silence des stades. Est-ce qu'on s'y habitue, ça, à ce silence? Ce silence, il est horrible. Il est horrible. Parce que l'essence même du sport, mais là, si je dis ça, on va dire, qu'est-ce qu'il a à se plaindre? Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas travailler. Non, mais arrêtez, vous avez le droit de vous plaindre. Non, je ne me plains pas, je ne peux pas me plaindre. À chaque fois, vous retenez, vous avez le droit de Non, vous je ne vais pas plaindre, culpabiliser, mais il y a tellement de gens qui sont beaucoup plus en difficulté que
que les footballeurs et le football en général, même si le football est impacté par cette période-là. Mais parce que le sport, le football, toutes les disciplines sportives, il y a un côté spécifique, émotionnel, et l'émotion, elle passe par le partage et d'avoir des gens au stade. À un moment, on en a eu un petit peu, c'était mieux que rien. Là, c'est vraiment un vide. Il n'y a qu'un seul avantage, mais je veux bien le perdre, c'est qu'au moins les joueurs ils m'entendent quand je leur parle du banc de touche. C'est vraiment le seul avantage. Autrement, et pour eux, après, parce que j'ai été joueur aussi, eux, ils se retrouvent dans cette situation, les joueurs, tous les 3 jours. Et à un moment, qu'est-ce qui fait que dans le sport, c'est l'adrénaline et cette adrénaline permet de se surpasser. Il n'y a pas ça. Donc, ok, la motivation est longue, mais à un moment, bon, ce ne sont pas des robots non plus. Et puis, l'envie de pouvoir partager. Le public a un rôle important et une influence sur ce qui peut se passer sur le terrain, l'attitude, l'apport qu'ils peuvent avoir en termes de motivation, de soutien. Mais malgré tout, je vais revenir à dire, je ne vais pas me plaindre, nous, on peut. On est sur le terrain, on peut jouer. Il y a des matchs, certes, ce n'est pas dans les conditions normales. Bon, mais malgré tout, c'est mieux que rien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien. Didier Deschamps, l'Euro, alors il a été décalé, oui. Il est prévu du 11 juin au 11 juillet. Est-ce que vous y croyez? Il aura lieu. Aujourd'hui, on sait le format. Est-ce que ça sera ce format-là? Je l'espère. Est-ce que je ne parle pas déjà du fait d'avoir du public ou pas de public? Parce que aujourd'hui, il est prévu sur 12 pays. 12 pays, est-ce que c'est pas un peu de la folie? Est-ce qu'il va pas falloir simplifier? C'est en juin, je ne sais pas. Après ça, je ne veux pas m'immiscer. Il y a l'instance qui décide, c'est l'UEFA. Aujourd'hui, c'est prévu comme ça. Ils acteront le plus tard possible parce que malheureusement, dans la situation où l'on vit, se projeter, mais c'est impossible. Mais c'est pas se projeter dans 1 mois ou 2 mois. On peut dire certaines choses aujourd'hui et puis dans 2 jours, il faudra se modifier. Donc, il aura lieu. Ça, j'en suis convaincu. Dans quelles conditions et comment, il n'y a aucune certitude aujourd'hui. Impossible aujourd'hui de le dire. Ouais. Il y a une autre crise qui traverse évidemment le football français, c'est le fiasco Mediapro, un contrat colossal qui a fait quand même briller les yeux du club, de tous les clubs, au risque de se perdre et d'entraîner tout le football français dans leur chute. Est-ce que vous leur en voulez d'avoir pris ce risque, d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre? C'est un peu trop facile quand il se passe ce qui s'est passé, de faire porter la responsabilité à certains plus qu'à d'autres. Évidemment, c'est une situation qui est dramatique parce que ça met en difficulté le football français et les clubs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs professionnels qui vont être impactés, voire plus. Il faut gérer, c'est pas évident, c'est pas moi qui vais prendre les décisions. Forcément, si on en est arrivé à cette situation, c'est qu'en amont, il n'y a pas eu les précautions suffisantes ou nécessaires. Quand je dis ça, je ne porte pas la responsabilité à qui que ce soit. Mais ça, à un moment, ça a fait rêver et on s'est dit, bon, bah tant pis s'il n'y a pas de garantie derrière, quoi. Parce qu'on a envie de C'est pas que ça a fait rêver, parce que c'est un phénomène qui a déclenché aussi, pour les clubs, d'anticiper de l'argent qu'ils n'avaient pas encore reçu. Et vu forcément la situation qui impacte au niveau économique, le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, les partenaires, les sponsors. Oui, tu es content d'avoir une source de revenus, quoi. Oui, c'est la principale. Et aujourd'hui, elle n'est pas là. Et l'activité continue, donc évidemment, elle est très compliquée. Je ne vais pas noircir le tableau, et après je comprends les intérêts des uns et des autres, du futur possible diffuseur. Il y a un historique aussi. Il y a une des idées, une des pistes qui serait de faire baisser le salaire des joueurs. Je voudrais que vous écoutiez ce que dit Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Le football français est en danger, comme la plupart d'ailleurs des entreprises qui sont très touchées par le Covid. Donc il faut non seulement prendre les initiatives qui permettent de résister en essayant d'optimiser les charges, en essayant
de discuter avec les joueurs pour optimiser les charges salariales pendant cette période-là. Est-ce qu'ils peuvent baisser les salaires? Est-ce qu'ils peuvent Il y l'accepter? en a qui l'ont déjà fait. Après, on ne peut pas avoir un accord collectif, pourquoi pas, que tout le monde soit concerné. C'est plus Ce serait pas mal quand même. des situations individuelles. Ils n'ont pas tous les mêmes contrats non plus, mais il y a déjà eu le fait de se lisser sur plus d'années, ou certains clubs aussi qui abandonnent pour récupérer plus tard, les joueurs abandonnent une partie pour le récupérer quand ça ira mieux. C'est une discussion entre employeurs et employés. Il n'y a pas de licenciement, comme il y en a beaucoup dans d'autres domaines professionnels aujourd'hui, même si dans certains cas la Covid a bon dos. C'est une manière aussi de faire passer certaines choses. Parce qu'en ce moment, on a quand même l'impression qu'il y a un certain nombre de clubs, notamment amateurs, ou des plus petits clubs, qui disent qu'ils vont licencier. C'est là aussi, parce qu'on parle du football professionnel, mais le football qui est le plus impacté, et c'est le même football, mais c'est le football amateur. Alors il n'y a pas les mêmes sommes d'argent, mais pour eux, déjà parce que l'activité elle est plus que réduite, même eux, les pratiquants, les jeunes, bon, ils peuvent pas. Les adultes, en amateur aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'entraîner, même s'il y a beaucoup de bénévolat, mais forcément. Le football amateur va être encore plus impacté, et pas que le football, toutes les disciplines sportives. On va dire, oui, mais le football a perdu des licenciés pendant cette période, mais toutes les disciplines sportives ont perdu des licenciés parce que on ne peut pas utiliser les infrastructures, parce qu'il y a des restrictions, ça a un coût. Vous avez des licences, indépendamment liées aux frais que les familles doivent dépenser pour les tenues et quoi que ce soit. Et c'est des dépenses inutiles aujourd'hui, quoi. Comment on fait pour motiver les jeunes aujourd'hui? Il n'y a pas de public. Ils doivent s'entraîner dans des conditions extrêmement pénibles. Il n'y a pas les compétitions la plupart du temps, donc le moment quand même un peu motivant. C'est un échappatoire quand même, la notion de plaisir. Après, on ne peut pas tout avoir aujourd'hui. Si on donne la parole aux mécontents, on en trouve toujours, sur n'importe quel domaine. D'ailleurs, c'est la seule chose... Vous ne vouliez jamais être de ce côté-là. Non, mais je trouve ça toujours, peu importe le sujet, on va trouver un, deux qui viennent dans ce sens-là et qui vont être négatifs. Surtout, on peut tout remettre en cause, mais la situation est très compliquée pour tout le monde, plus ou moins, certes. C'est de faire en sorte de voir quand même, malgré tout, le côté positif, et de faire en sorte de voir le bon côté. Moi, quand il y a le verre à moitié plein, à moitié vide, je préfère regarder le côté à moitié plein. Et même si c'est moins pour les jeunes qui ne peuvent pas avoir les matchs, qui peuvent avoir quand même Il y en a même qui ne peuvent pas pratiquer. Non. Quand on voit aujourd'hui un certain nombre de jeunes à l'école, toutes les pratiques sportives en intérieur, comment faire? Aujourd'hui, il y a une priorité, des priorités. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est la situation sanitaire, c'est la priorité. Ça va à l'encontre de d'autres priorités, mais aujourd'hui, elle est là. On ne peut pas cumuler tout, parce que les restrictions, elles sont là, et c'est la base pour faire en sorte d'espérer de s'en sortir, en plus évidemment de la vaccination dont on parlera certainement. Vous seriez prêt à le faire, vous faire vacciner quand vous pourrez? Oui, parce qu'aujourd'hui c'est la seule solution qui permette de ralentir, voire d'éradiquer ce virus. Didier Deschamps, on va passer tout de suite à votre photoportrait. À demi-mot, on voit qu'il se dessine votre portrait, parce que vous ne voulez jamais vous plaindre, vous êtes toujours du côté de ceux qui gardent la tête haute et qui ne veulent pas se plaindre et qui ne veulent pas non plus se prendre pour une star. Régulièrement, vous dites « non mais attendez, qui je suis ?» On sent que c'est important ça pour vous, ne pas être une star, mais pourtant vous l'êtes. Je ne me considère pas comme ça. Après, évidemment, j'ai un parcours professionnel qui m'a mené à forcément une forte exposition médiatique, mais j'oublie pas d'où je viens, les choses qui sont essentielles, et je fais en sorte les valeurs que l'on m'a inculquées de les garder, et en y ajoutant aujourd'hui, depuis à chaque fois que je suis dans le milieu professionnel, suffisamment d'humilité par rapport aux autres personnes. Les valeurs, c'est quoi? C'est de faire en sorte déjà le respect, la bienveillance, suffisamment d'empathie aussi.
C'est pas évident. L'empathie, ça parle pas à tout le monde. Se mettre à la place des autres. Et par moments, c'est bien de faire en sorte de s'y mettre. Zen. La zen attitude. D'avoir la sérénité, la tranquillité, c'est peut-être un peu facile pour moi, parce que j'ai eu une première vie qui m'a offert cette liberté. Et là, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est un privilège, là aussi, d'avoir cette tranquillité-là, cette sérénité-là, et rien ni personne ne pourra venir la perturber en ce qui concerne l'environnement de l'équipe de France ou du football. Vous l'avez peut-être puisé, cette sérénité, aussi auprès de votre femme, Claude. Vous l'avez rencontrée alors que vous débutiez votre formation au FC Nantes. Claude, elle a l'air comme vous, c'est-à-dire discrète mais encore solide. Plus discrète. Encore plus discrète que vous. Est-ce que vous seriez le même sans elle? Certainement pas, forcément. Après, elle a beaucoup de discrétion, de pudeur aussi. J'en parle pas souvent, ou je dis pas souvent ce que je pense, parce que je veux protéger ce cocon-là familial, même si je les expose, que ce soit ma femme, Claude, mon fils. Votre fils Dylan? Dylan et mes parents, ma belle famille, forcément, ça peut avoir des conséquences pour eux aussi. Dans le bien, c'est merveilleux. Quand il y a des périodes plus compliquées, moi je suis prêt. Que ça vienne d'un peu partout, attaques injustes, tout ce qu'on veut. Eux, ça peut être... Eux, ils subissent un peu? Eux, ça peut être plus violent parce qu'ils ne sont pas préparés à ça, et puis parce que quand c'est forcément injuste ou injustifié... Il y a eu des moments de souffrance Oui, il y a eu des moments très désagréables, oui, forcément, qui sortent du contexte sportif. C'est pas le fait de dire que je suis un entraîneur bidon, que j'aurais dû faire jouer X, Y ou Z. C'est pas ça, c'est quand ça sort sur la sphère plus personnelle, privée, et où là, je suis pas là pour ça. À la limite, moi, je suis prêt, je le répète. C'est mon rôle d'un... Vous pensez peut-être à cet épisode qui a été évoqué plusieurs fois, cet épisode où votre maison familiale a été taguée avec le mot raciste, au moment de l'épisode Benzema? Ça, je pourrais jamais oublier ça. Ça, c'est là, on franchit la ligne blanche. C'est des conséquences de d'autres choses. À chaque fois qu'on me demande de parler, je fais en sorte d'éviter. Mais ce fait-là... ça, c'était presque comme si vous étiez marqué au fer rouge. Vous avez ressenti l'injustice? Oui. Bah, après, le temps fait. Et puis, bon, après, je ne vais pas rentrer dans des détails parce que j'ai ma belle famille qui est là-bas, avec ma petite filleule qui était là-bas aussi. Donc, c'est violent. C'est violent et forcément, c'est déplacé. C'est même pas le mot. C'est inacceptable. Voilà. Le mot juste, c'est inacceptable. Mais il y a des choses inacceptables qui se passent, pas que pour moi, et malheureusement, on ne peut rien y faire. On vit avec. Vous parliez à l'instant de votre fils, Dylan. Vous avez été très exigeant avec lui dans l'éducation, comme vous l'êtes avec vos joueurs? Non. D'ailleurs, comme il a été en contact un peu avec eux à travers les compétitions, c'est arrivé que plusieurs le demandent, mais ton père, il est comme ça à la maison? Non, je ne suis pas sélectionneur, c'est mon rôle. Quand je rentre à la maison, c'est pas moi le chef de la maison. Chacun a ses responsabilités. J'ai fait en sorte, avec mon métier, que ce soit quand j'étais joueur, d'adapter, de passer du temps avec lui. L'éducation, c'est plus... ma femme qui en a eu la responsabilité et sa scolarité aussi. Il y a quelque chose de paternel avec les joueurs? C'est une relation de confiance. Je ne suis pas leur ami, je ne suis pas leur papa. Je suis là pour eux et ma réussite passe par la leur. Ça, les victoires, oui, ok, ce sont mes victoires, c'est les victoires de mon staff, mais c'est les victoires des joueurs avant tout. Mais je suis là pour leur dire... les choses, ils savent très bien, bon, pour ceux qui me côtoient depuis le début 2012, voilà, je ne suis pas là pour leur faire à l'envers, comme on dit, mais si j'ai des choses importantes, parfois dures à leur dire, je leur dis. C'est pas pour moi, c'est pour eux. Après, ils en retiennent ce qu'ils en retiennent. Vous disiez à l'instant que c'était un peu comme une bulle ici. Est-ce que vous réussissez
à laisser les problèmes de la société à la porte. C'est des jeunes qui sont aussi des jeunes d'aujourd'hui, avec des différences sociales, des différences de communauté, des religions. Tout ça, ça reste à la porte de Clairefontaine. Vous y arrivez? Non, on y est. Le sport et le football, c'est un reflet de la société, et heureusement. On est représentatif de ça, donc on va pas. Il n'y a aucun sujet tabou, et je les déconnecte pas. D'ailleurs, c'est une génération, vous le savez comme moi, oui, qui est ultra connectée. Donc voilà, je vais pas leur empêcher cette liberté-là non plus. De quel droit? Moi, je dirais non. Allez, les réseaux sociaux, vous arrêtez quand vous êtes en équipe de France. Je les mets un peu en garde en prenant quelques exemples sur certaines situations, que ce qui peut être passé aujourd'hui ou faire rire, et puis demain ça peut être un problème. Je ne vais pas leur dire quoi poster, quoi écrire. C'est leur liberté, ils ont du monde autour d'eux. S'il y a besoin de faire un rappel, je le fais. Ça peut être collectif, ça peut être individuel. Ça vous fait pas peur pour eux qu'ils soient très exposés? On voit bien, ils sont exposés et ils sont engagés, hein, ne serait-ce que récemment, quand on voit Antoine Griezmann qui s'est exprimé lors du tabassage du producteur de musique Michel Zecler, quand on voit qu'il rompt son contrat avec Huawei sur les week-ends. C'est des signes forts. Ce sont des... Ok, ils ont une image médiatique, mais ce sont des citoyens français. Alors évidemment, si c'est Monsieur X ou Madame Y qui fait ça, ça va pas intéresser grand monde. Là, c'est un personnage public, et en l'occurrence des footballeurs, mais ils sont engagés. Et ils sont engagés dans les actions aussi caritatives. Mais ce sont des êtres humains avec leurs qualités, leurs défauts. Ils ne sont pas parfaits. Moi, il y a un mot que je ne supporte pas, j'ai jamais supporté, c'est le mot exemplaire. Mais qui est exemplaire aujourd'hui ? En revanche, être des exemples et des bons exemples, notamment pour les plus jeunes, oui, ça c'est leur devoir. Mais c'est pas pour autant, ils ont des caractères, des personnalités différentes, ils peuvent avoir des centres d'intérêt différents, ils peuvent aimer certaines choses, détester d'autres, mais leur voix, elle porte. Donc, avant de s'exprimer ou d'écrire, il faut un petit peu réfléchir quand même aux conséquences. Votre premier club de cœur, c'est le FC Nantes, mais l'autre club français qui a marqué votre carrière, c'est l'Olympique de Marseille. Vous débarquez à Marseille à 21 ans, les débuts sont pas simples. Vous avez vous-même déclaré d'ailleurs qu'en arrivant dans le Sud, je vous cite, « J'ai compris que je ne jouais plus le même championnat. À 21 ans, je quittais le cocon nantais pour me retrouver entouré de stars. » Et là aussi, il y a une crainte chez vous. Ne pas se laisser avoir par les stars et ne pas se laisser aller à devenir une star. Non, j'étais dans la même sphère, football, mais avec deux clubs, avec des ambitions, un contexte totalement différent. Je suis pas anti-star ou contre les stars. J'étais avec eux, donc sans me considérer comme une star, mais de faire en sorte de me rendre indispensable. Personne n'est irremplaçable. Mais c'est violent. Enfin, c'est violent. C'est déstabilisant. Parce que, comme tout à chacun, et ça arrive aux joueurs actuels aussi, oui, ça donne envie, l'air de l'extérieur, d'aller dans quelque chose de mieux. On a toujours l'ambition et l'objectif d'aller plus haut, mais le quotidien où on a des repères, des habitudes, eh il faut se le recréer. Et donc, il y a une démarche intellectuelle aussi à avoir. De protection. Bernard Tapie, vous rencontrez Bernard Tapie, bien sûr, à Marseille. Vos premiers contacts sont pas faciles, et pourtant, vous devenez capitaine de l'équipe. Vous n'avez pas 25 ans, vous êtes sur le toit de l'Europe, vous remportez la Ligue des Champions. Est-ce que vous vous dites tout ça va très très vite, trop vite? Ça fait jamais trop vite. Non, surtout pas. Il faut un sport. Et on n'a pas, ça dure pas. Enfin, certains sports, on n'est pas limité par l'âge. Ah non, mais aujourd'hui, c'est une des qualités de la nouvelle génération. Ils veulent tout de suite. Mais c'est pas un défaut. Hein. Après, il y en a qui arrivent ou qui n'y arrivent pas. S'ils font tout pour y arriver, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Dire non, mais j'ai le temps, j'ai le temps. Le temps, il passe vite, et puis la carrière, elle est déjà finie. Et puis après, il y a une deuxième vie qui commence. Il y en a un qui se bat depuis des années maintenant contre la maladie, c'est Bernard Tapie, je l'évoquais à l'instant. Il a récemment dit être dans une phase compliquée, mais c'est un battant. Est-ce que vous gardez le contact avec Bernard Tapie ? Oui, que ce soit par les nouvelles technologies, mais j'ai été le voir après notre titre de champion du monde chez lui, voilà,
pour discuter, et une partie de sa famille que je connaissais aussi. Donc on a eu l'opportunité d'échanger. Oui, c'est un combat. Il en a livré d'autres. Après, c'est un personnage qui m'a marqué, qui laisse pas indifférent, avec, comme tout à chacun, certains excès. J'ai retenu certaines choses qui étaient importantes, mais c'est vrai que lors de mon arrivée à Marseille, j'étais complètement intimidé jusqu'au jour où j'ai fait la bascule et qu'après tout, je me disais, c'est Bernard Tapie, ok, mais que j'avais droit de lui dire les choses comme je les pensais. Il y a eu Turin, 1994. Oui. Là encore, 2 ans plus tard, vous soulevez la Coupe de la Ligue des Champions. Et puis les Bleus. Les Bleus, cette année-là, vous devenez capitaine de l'équipe de France avec Aimé Jacquet, tout un collectif bien sûr. Vous remportez la première Coupe du Monde de football, un certain 12 juillet 98. Un héros. Vous portez un pays, et je le dis vraiment, chacun se souvient d'où il était ce soir-là. Et oui, c'est vous. Vous avez porté un pays à un moment de cohésion. De fraternité. Quand vous y repensez aujourd'hui, vous vous dites quoi? Fraternité? Ouais. Le peuple français était réuni. Mais c'est arrivé de 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou encore maintenant. C'est une question de génération, mais ceux qui ont forcément, qui étaient à âge de regarder ce match-là, aujourd'hui, vous demandez à ceux qui ont entre 20 et 30 ans, ils ne vont pas vous parler de 98, ils vont vous parler de 2018. Donc chacun a sa place, mais c'est ce qui revient à chaque personne de me dire, à ce moment-là, j'étais là. Alors c'est à l'étranger, avec la famille, mais il se rappelle parce que c'est la première. On se rappelle toujours de la première grande victoire. Et puis ça a été un tel déferlement de partage d'émotions. La France était en folie parce que en plus c'était organisé chez nous. Donc c'est des moments merveilleux. On a été sur le toit du monde, sur notre petit nuage. Après, il a fallu en redescendre aussi parce que la réalité nous prend de plein fouet, mais de pouvoir donner du bonheur, le partager, c'est ça le sport, c'est ça. En 2000, l'équipe de France remporte le championnat d'Europe de football face à l'Italie, but en or de David Trezeguet, 103e minute, vous écrivez encore une fois une nouvelle page historique pour les Bleus, et puis entraîneur. Ah, la bascule, ouais. Fini le maillot, vous débutez votre carrière d'entraîneur. C'est dur d'ailleurs de renoncer au terrain, de changer de point de vue? Non, j'avais décidé. Parce que, voilà, j'avais commencé très tôt. J'étais pas dans l'économie de par ma position et ce que je faisais sur le terrain. Et mon corps m'a lancé des signaux d'alerte. Donc à partir du moment où j'aime pas, et c'est toujours le cas, je fais pas les choses à moitié. J'avais toujours un contrat, j'étais encore... Il n'y a pas d'émotion à ce moment-là, il n'y a pas une petite pointe de tristesse, il n'y a pas une mélancolie? Il faut accepter. Vous êtes pas mélancolique? Non, je ne suis pas mélancolique. Je ne regarde jamais derrière. Je me dis, à un moment, voilà, je me pose, c'est pas facile, hein. Parce que bon, même si là aussi on est un privilégié, nous sommes des privilégiés, les sportifs, on a 2 vies, minimum 2 vies. Il y a la première où on est acteur, puis la deuxième qui est censée être encore plus longue et on ne sait pas de quoi elle sera faite. Là, moi, j'ai eu la bascule, là aussi, j'ai pris le temps. Je ne pensais pas, je n'avais pas prévu ça. J'avais prévu une pause pour voir après les opportunités ou les différentes possibilités que je pouvais choisir. Je n'ai pas eu le temps, j'ai basculé tout de suite. Sélectionneur de l'équipe de France, la boucle est bouclée. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la défaite face au Portugal. Ah, ouais. Ça, c'est un moment... En fait, les défaites, vous les minimisez pas, vous. Vous dites une défaite, ça fait mal, quoi. Elle doit faire mal. Autrement, on n'est pas au haut niveau. Après, une défaite, quand on fait un match, ça m'est arrivé de perdre et pas qu'au football. Mais quand c'est des moments... Je sais trop bien, j'ai connu beaucoup de victoires et de succès. Mais je sais très bien, bon, après, quand c'est la première fois, on a toujours la possibilité ou l'espoir qu'on ait encore une deuxième chance. Mais des fois, on en a une et on n'en a pas 2. Bon, moi, j'en ai eu plusieurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut banaliser la défaite. Et elle ne peut pas couler sur soi. Donc, de cette défaite
peut-être naissent les victoires. En tout cas, il y a évidemment celle du 15 juillet 2018. Bien. En 2018, sous une pluie battante à Moscou, l'équipe de France décroche sa deuxième étoile. Vous battez la Croatie 4-2. Cette victoire-là, elle a une saveur particulière. J'aimerais bien que vous nous racontiez le contexte, vous nous racontiez comment vous l'aviez appréhendé. On dit que vous avez presque eu un rêve prémonitoire la veille. Vous vous êtes dit on va gagner. C'est pas la veille. Je l'ai dit, j'avais une conviction profonde et personnelle à 3 jours du match, voilà. Où ne me demandez pas le pourquoi du comment, je l'ai eu 2 fois. Une fois il y a 22 ans avant, quand j'étais joueur. Au fond de moi, j'étais habité par ça et ça m'a donné une tranquillité, chose que je n'avais pas malheureusement avant la finale de l'Euro contre le Portugal. Mais ça me met dans un état évidemment de tranquillité, de sérénité. Je suis pas voyant, j'ai pas j'ai des convictions bien évidemment. Les certitudes en sport, on n'en a pas parce que ça a envie de balayer du jour au lendemain. Mais c'est pas pour autant en me disant ça, en étant habité par ce sentiment-là ou cette conviction profonde, je suis négligé. J'ai tout fait avec mon staff, dans les moindres détails pour faire en sorte d'amener les joueurs où ils en sont arrivés. Didier Deschamps, aujourd'hui vous êtes donc sélectionneur à la plus grande longévité à la tête de l'équipe de France. Votre contrat est court au moins jusqu'en 2022 et pourquoi pas après. Vous vous dites que vous pourriez continuer? Je m'interdis rien, mais je me pose pas la question. Mais pourquoi pas? Oui, mais si je dis pourquoi pas, mais là aussi c'est un privilège. J'ai la liberté de choisir. Tout le monde ne l'a pas. Et je me suis jamais, sincèrement, même dans les moments difficiles, très difficiles, me poser la question par rapport à moi, et si ça se passe mal, qu'est-ce que je ferai demain? Je suis pas dans cet état d'esprit-là, ça rentre pas dans ma tête. Le jour où vous passerez le relais, quelqu'un comme Zidane? Oui, évidemment. Oui. Vous parlez tous les deux? On échange, oui, c'est arrivé, même si lui, il est dans un quotidien et j'étais entraîneur en club, je sais très bien, d'autant plus le club où il est avec les exigences, mais ça arrive qu'on ait à se voir ou ponctuellement ou à échanger. Ça aurait du sens? Oui, comme tout. C'est là le moment où vous vous dites non, après, mais parce que je sais que ça va être repris, mais c'est la réalité. À partir du moment où il a décidé d'être entraîneur et qu'il est entraîneur en club, qu'il puisse, pour reprendre votre expression, boucler la boucle, je ne sais pas si c'est l'expression juste, mais lui, comme tous les anciens joueurs, peut-être encore plus lui, parce que même dans notre génération, il y avait tous les joueurs dont je fais partie et Zizou. Voilà, mais moi ça m'a jamais posé de problème, il le sait, mais bon, Zizou c'est Zizou, par rapport à ce qu'il représente, il faisait partie du groupe, il était avec nous, certes c'était un élément décisif, mais après avec tout ce qu'il peut amener en termes de notoriété, voilà, Zizou c'est Zizou. Vous le savez, c'est une émission du week-end. Oui. Et j'aimerais bien du coup qu'on sache ce que vous faites le week-end. Ah, ça va pas vous intéresser beaucoup. Je passe la quasi-totalité de mon temps devant la télé. Ça commence le samedi, déjà le week-end. Aujourd'hui, il y a des matchs tous les jours. À partir du moment où, pour ceux qui sont pas trop initiés, avec mon staff technique, on a une bonne cinquantaine de joueurs qu'on suit sur chaque rencontre. Donc après, on se répartit. Donc, il y en a toujours un qui à joue. partir du samedi 13h jusqu'au dimanche soir, le dernier match qui a lieu à 21h. Voilà. Mais il y a des moments familiaux quand même? Oui. Ben, je suis chez moi quand même, donc je suis avec ma télé, famille. Mais entre l'écran de télé plus la tablette, le suivi des joueurs, de par ce qu'ils font avec leur club, d'un match à l'autre. Alors, évidemment, on jongle, il y en a qui jouent pas, il y en a qui jouent, il y en a qui sortent. Donc, voilà. Et aujourd'hui, ça peut arriver qu'on ait 4-5 matchs simultanés. Il y a quand même une légende. Je ne peux pas continuer sans vous poser cette question. C'est le gainage. Le gainage avec Didier Deschamps, bah oui, parce qu'il y a une légende. Je voudrais savoir combien de temps vous tenez sur la planche, sur les coudes. 1 heure. 1 heure.
1 heure. Oui, bon, là, je peux pas aujourd'hui. On aurait pu faire l'émission, mais vous auriez été serein pour nous je parler fais en sorte, quotidiennement, je fais 1 heure. Ouais. 1 heure sur les coudes. Je suis un peu malade. 1 heure sur les coudes. Ouais. Oui, sans Obligé de m'arrêter, je répéter fais pas parce de que pour moi, pause. Donc j'écoute de la musique, c'est bien, ça me détend un petit peu. Et comme j'ai du monde dans ma tête, je leur parle aussi, quoi. Donc je réfléchis une chose à l'autre. Mais je me suis habitué, c'est un peu à l'excès, je vais le dire. Mais bon, ma femme vous dirait, de toute façon, quand il est sur quelque chose, c'est toujours à l'excès. Mais ça me fait du bien physiquement et psychologiquement aussi. Mais je rassure tout le monde. S'ils font une demi-heure, c'est long, hein, une demi-heure, mais une demi-heure, c'est très bien aussi. Voire 3 fois 1 minute, c'est très bien aussi. L'exercice est bon pour la santé. Moi, c'est à l'excès, et quand j'étais joueur, j'étais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui. J'avais d'autres exigences physiques, mais je me suis habitué. C'est plus un défi, certainement aussi, mais c'est quand même du plaisir de le faire. C'est pas une souffrance, autrement je le ferais pas. Merci beaucoup Didier Deschamps d'avoir accepté cet entretien et de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis dans ce lieu de Clairefontaine. Je rappelle l'opération Pièce jaune, vous en êtes le parrain. C'est jusqu'au 5 février prochain et pour faire des dons, c'est sur le site piècejaune.fr. C'est par SMS, des dons de 5 €. On envoie don au 92 111 ou par chèque à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivi cet entretien. Il est à retrouver en replay sur le site bfmtv.com.